Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, évidemment, les enjeux de cette nouvelle année qui débute. Bienvenue en 2023 avec des marchés et une semaine qui sera déjà une semaine critique pour les investisseurs avec beaucoup de statistiques économiques attendues, pas forcément aujourd'hui, pour un peu plus tard dans la semaine avec notamment en point d'orgue la journée de vendredi qui verra à la fois la publication de la première estimation d'inflation en zone euro pour le mois de décembre, un chiffre qui devrait tourner autour de 10% d'une année sur l'autre. On était à 10,1% pour l'inflation du mois de novembre en zone euro. Le chiffre sera publié donc ce vendredi. Le même jour, les investisseurs prendront connaissance également du dernier état des lieux qu'on peut dresser sur le marché du travail américain avec les chiffres d'emploi mensuels qui seront publiés donc en cette fin de semaine. Entre-temps, nous aurons différentes enquêtes d'activité, notamment les ISM manufacturiers et les ISM services aux États-Unis pour le mois de décembre qui permettront aux investisseurs peut-être d'apprécier un petit peu mieux la conjoncture en ce début d'année sur le mois de décembre et en ce début d'année 2023. Nous évoquerons les défis de cette année qui commence avec John Plassard qui sera avec nous par téléphone en deuxième partie d'émission, spécialiste en investissement de Mirabeau. Et puis on notera quand même le bon démarrage boursier pour les marchés européens qui débutent seuls cette première semaine de l'année puisque les principales places asiatiques et anglo-saxonnes resteront fermées aujourd'hui au lendemain du 1er janvier. Un bon démarrage boursier donc pour l'Europe avec un CAC 40 qui progresse d'1,5% au-delà des 6560 points à mi-séance. Ce sera l'occasion de faire le point sur les enjeux techniques de marché avec notre traditionnel plan de trading à retrouver chaque lundi à 12h30 avec les équipes d'IG. C'est Vincent Bois qui sera à nos côtés dans un instant pour évaluer effectivement les enjeux techniques de ces marchés au démarrage de cette nouvelle année. Le plan de trading de Smart Bourse qui se poursuit évidemment en cette année 2023. Rendez-vous chaque lundi à 12h30 avec les équipes d'IG. C'est Vincent Bois qui est avec nous en plateau pour cette première séance de l'année. Bonjour et bienvenue Vincent. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. État des lieux des marchés actions et du CAC 40 peut-être spécifiquement en ce début d'année 2023. Un mot peut-être pour solder entre guillemets l'année 2022 et constater que la performance du CAC 40 n'a pas été aussi catastrophique que ce qu'on pouvait imaginer, notamment à partir du 24 février dernier. C'est vrai, on a eu une année difficile pour certains actifs, pour certains indices, on l'a vu aux États-Unis, mais c'est vrai qu'en Europe, en tout cas pour la France, on s'est plutôt bien maintenu, mais c'est un peu à l'image du Dow Jones aux États-Unis. On a vu d'un côté les valeurs technologiques, le Nasdaq 100 qui a fondu fortement, et puis de l'autre côté, eh bien, le Dow Jones qui est revenu presque à son plus haut historique, donc un peu comme le CAC, parce qu'il y a moins de valeurs technologiques, plus des valeurs cycliques, et donc on a vu que jusqu'ici, eh bien, les valeurs cycliques se maintenaient. Ça va être la grande question de 2023. Est-ce que la récession, les risques de récession, de ralentissement pourraient justement impacter beaucoup plus, davantage ces valeurs, et notamment le CAC ou le Dow? Quand on regarde le CAC, il faut peut-être reprendre la séquence à partir du mois d'octobre dernier. On se souvient encore, 2022 est encore frais dans les mémoires. Octobre et novembre ont été 2 mois de reprise très forte sur les marchés actions. Europe en tête. Le mois de décembre a vu un pic marqué autour du 13-14 décembre, je crois, pour le CAC 40 par exemple. Et c'est vrai que les 15 derniers jours de décembre ont plutôt ressemblé à une forme de consolidation, voire de retracement de ce rallye d'automne qui reste en place. En tout cas, la première séance de l'année montre qu'il y a encore un peu d'appétit, malgré les niveaux qui ont été atteints par les indices en Europe et le CAC 40 notamment.
Tout à fait, c'est un peu difficile pour le moment, c'est la première séance de l'année en effet, et puis toutes les autres places sont fermées. Il n'y a pas l'impact de l'Asie où on aurait pu peut-être avoir quelques risques sur ces questionnements sur la réouverture ou le temps que cela va prendre, et puis il n'y a pas les États-Unis qui vont rouvrir. Donc pour le moment, l'Europe s'en tire bien, le CAC, on est plutôt content sur cette première séance de l'année, à voir si cela tient, et puis on est toujours dans ce range finalement. On le voit sur le graphique hebdomadaire, peut-être un peu moins, on regardera tout à l'heure le graphique journalier, mais on voit bien cette moyenne mobile, c'est la moyenne mobile à 100 jours qui maintient le cours. Mais il y a cette résistance un peu au-dessus qui a déjà bloqué, on l'a vu en 2022, en avril ou encore en juillet, ce niveau donc un peu en dessous des 6000 points qui bloque le rebond. Donc là, on est dans ce range, on est sur 6475 et 6590 à peu près. Ouais. Donc voilà, pour le moment, c'est l'hésitation. On voit, si ça se maintient sur la moyenne mobile sans période, d'aller casser ces 5600 qui nous permettraient une nouvelle fois d'aller chercher les 5800, le plus haut qu'on a eu jusqu'à... 6800 6800, oui, non, c'est ça, 6800, effectivement. Donc 6000, on est sur les 6000 points et non pas sur les 5000. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a 2 mois, on était à ces niveaux sur les 5800. Mais bien sûr. Donc toujours dans ce range, on va le voir d'ailleurs sur le graphique en journalier, où on voit beaucoup plus cette hésitation de fin d'année, les dernières séances qui ont été, voilà, on voit donc mieux encore le range, les 23,6 de Fibonacci, 6475 une nouvelle fois, et puis c'est 6590, donc il faut dépasser pour revenir au-delà de ces plus hauts. En revanche, en dessous, eh bien, on pourrait voir un petit retour en arrière, justement. Première séance de l'année, on a des rachats, il y a le bed and breakfast, qu'on revend nos positions qui sont perdantes pour les racheter ensuite pour des questions fiscales, ce qui est donc généralement plutôt positif pour la première séance de l'année. Demain, la Chine, l'Asie, les États-Unis, et puis toutes ces statistiques qui vont venir, vont peut-être amener à une correction qui va se poursuivre. Si on casse les 6475, on peut aller chercher, on voit les moyennes mobiles, 100 et 200 périodes, et c'est sur ce niveau qu'on pourrait voir justement la tendance qui se dessine. Ce sont les moyennes mobiles 100, 200 périodes en journalier, et donc si on vient casser ce niveau, eh bien, la tendance baissière peut se poursuivre. Au contraire, si on a un rebond, eh bien, on peut rester dans un range un peu plus important en attendant toutes les statistiques donc, de la semaine. Ouais, on le disait, cette première semaine, elle compte pas pour du beurre, entre guillemets. Il y a beaucoup de chiffres économiques qui vont être les clés macroéconomiques de 2023 pour les investisseurs. Alors, un chiffre ne fait pas une tendance, mais on verra ce qu'il en est de l'inflation en zone euro au mois de décembre. On verra ce qu'il en est du marché du travail américain, qui a montré une résilience extraordinaire jusqu'au terme de l'année 2022. Et donc, toutes ces questions sont encore ouvertes pour les investisseurs. On verra quelles sont les réponses, les éléments de réponse qui peuvent être apportés par les statistiques de la semaine. Avec également l'idée que le dollar a peut-être marqué un pic. En tout cas, c'est sur cette idée-là qu'on a laissé 2022 derrière nous. On a vu un début de commencement de détente peut-être du dollar face à un certain nombre de devises et notamment face à l'euro. Je crois qu'on est allé chercher un 0,7 ce matin pour commencer l'année, Vincent. Quasiment, oui, effectivement, on n'est pas loin des 1,07 en effet. Alors, de la même façon, on voit quand même qu'il y a une hésitation à venir franchir ce niveau, et ce depuis le 15 décembre où le dollar américain également a plutôt hésité. Mais on a eu une belle tendance baissière sur fond de détente des taux obligataires, également de rebond des marchés, donc moins propice à aller chercher des valeurs refuges comme le dollar américain. Maintenant, c'est une hésitation et donc il va falloir vérifier si la tendance se poursuit. Pour ma part, à moyen long terme, il est fort probable que le dollar américain continue sa tendance baissière sur probablement la fin du resserrement monétaire ou de cette amplitude du resserrement monétaire. Dans 6 mois, peut-être on a eu une pause, probablement une pause et peut-être une baisse de taux si la récession fait rage finalement, ou en tout cas les perspectives. Donc sur cette hausse de taux et le resserrement, aux États-Unis, on est probablement sur la fin. Et donc les taux obligataires baissent. Et en Europe, en revanche, on ne sait pas encore. La BCE pourrait être en décalé, comme elle a commencé en décalé, et bien continuer de resserrer sa politique monétaire, ce qui pourrait être plutôt positif finalement pour cette paire de devises avec un dollar qui continue de glisser et une politique monétaire de la BCE qui continue de se resserrer. Donc on peut aller chercher des niveaux plus hauts. C'est plutôt pour le moyen terme. À court terme, il va falloir voir justement les statistiques à très court terme et puis par la suite s'il y a des risques au niveau des marchés qui pourraient amener à des rebonds importants sur le dollar américain.
peut-être sans casser la tendance baissière, mais des rebonds assez importants de court terme qui pourraient nous ramener ici, on regarde les niveaux, une hésitation sur les 1,7. Si on revenait sous ce niveau ici, les 1,0610, 1,0630, qui est un niveau de résistance à court terme, un ancien niveau de support, cela pourrait casser tout de même la dynamique haussière, qui est allée assez rapidement, et on pourrait aller chercher ce niveau que l'on voit dans le rectangle, la moyenne mobile 200 périodes, le plus bas également de novembre, on pourrait voir un retour en arrière. Il faudrait tout de même un risque important, un retour aussi important sur le dollar américain, ou des risques dans la zone euro, parce que les PMI également cette semaine seront en contraction très probablement. Donc, mais toute chose égale par ailleurs, revenir sur les points bas qu'on a marqués là, au cours de l'automne, sous la parité à 0,95, je ne dis pas que c'est impossible, tout est possible sur les marchés, mais il faudrait vraiment quelque chose de nouveau, ou en tout cas d'extrêmement dur dans le scénario pour revenir sur ces niveaux. Oui, il faudrait peut-être une récession forte en zone euro et les États-Unis qui échappent à la récession finalement. Donc on irait vers le dollar américain très probablement, bien davantage, et on pourrait à ce moment-là revenir sur les plus bas. Mais il est peu probable que d'une part, la zone euro soit en récession pendant que les États-Unis ne l'aient pas. Même s'il va y avoir probablement un décalage, il est fort probable que si une des zones économiques tombe en récession, l'autre aussi tombe en récession, étant donné ce que l'on a pour le moment et les perspectives. Donc peu probable, mais pas impossible en effet. Donc si on a un retour en arrière légitime, on peut aller chercher plutôt la moyenne mobile 200 périodes pour le moment. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'or, Vincent? Alors 2022 n'a pas été une grande année pour l'or. On évoquait la force du dollar qui a été pour un investisseur un vent contraire, on va dire, pour la performance de l'or, avec des taux réels qui ont été très positifs également aux États-Unis. Néanmoins, on note, on le voit sur ce graphique journalier de la dynamique de l'or en dollars, on voit quand même une fin d'année qui a montré une dynamique très positive pour l'once d'or. Tout à fait. Depuis cette fin d'année, justement, on a eu le rebond également sur les marchés, qui a été du fait aussi de la baisse du dollar américain, ce triple rebond sur un 1620 $, qui est un beau niveau technique maintenant, et qui a permis d'aller chercher nos 1805. Alors, l'or semble vouloir valider ce dépassement des 1805 $, ce qui pourrait nous amener vers les 1900 ou 1875, que l'on retrouve ici, que l'on retrouve dans d'autres horizons de temps. Ça peut être justement pour moi une perspective plutôt haussière sur l'or, également du fait de la perspective d'avoir un dollar qui baisse, et bien d'aller chercher de nouveaux plus hauts récents sur le cours de l'or. Mais il peut y avoir également un retour haussier sur le dollar américain, comme on le disait sur l'euro-dollar, et donc amener à une consolidation, puisqu'on a eu quand même une forte hausse par rapport à la tendance précédente. On a eu une forte hausse. On voyait d'ailleurs que des banques centrales achetaient de l'or sur la fin de l'année, ce qui a probablement également aidé une plus forte demande sur les prix de l'or. Pour le moment, l'hésitation, on va le voir également en une heure, c'est voilà, si on zoome effectivement plus court terme, voilà, on voit cette hausse qui pourrait nous amener sur le haut du canal, 1842 $. On voyait le Fibonacci également 1837 sur le journalier, donc un niveau technique plutôt pertinent. Mais attention, si on échoue probablement avec un retour haussier court terme du dollar américain, on peut voir un retour baissier, revenir tester nos 1800-1805. C'est le niveau qu'il faut maintenir. On aura probablement un autre test. Si on le casse, en revanche, attention à l'accélération, un retour baissier sur fond de hausse du dollar et d'un retour sur les 1720. Pour moi, si on se maintient sur les 1720, qui représente alors le plus bas en fin novembre ici, mais également la moyenne mobile que l'on a vue en journalier, et donc qui est un niveau très pertinent, un ancien niveau de support également pendant tout 2021-2022. Donc voilà, si on se maintient, on peut voir une cassure des 1800, un retour sur les 1720, mais pour moi la perspective reste assez bonne sur le cours de l'or, notamment, comme je le répète, de perspectives baissières sur le dans dollar la perspective à moyen d'une détente terme. du dollar. Donc voilà, trouver un point d'entrée en effet sur le cours de l'or. Si on se maintient sur les 1805, repartir là-dessus. Si on casse, on va attendre les 1720 $, mais toujours positif à moyen terme. Merci beaucoup Vincent pour ces premières perspectives de début d'année. On vous retrouve, les équipes d'IG, chaque lundi à 12h30 pour le plan de trading de Smart Bourse sur Bismart. Première séance de l'année, et donc c'est l'heure des grandes résolutions ou l'exercice des perspectives, des projections. Et John Plassard est avec nous par téléphone pour entamer cette année sur les marchés, spécialiste en investissement de Mirabeau. Bonjour et bienvenue John. Merci beaucoup d'être avec nous aux questions très très ouvertes en cette première séance de l'année.
Quels sont pour vous les grands défis en matière d'investissement, bien sûr, pour 2023 ? Écoutez, il y en a plusieurs, mais il faut juste rappeler une chose, et en fait c'est à chaque fois la même chose en début d'année, c'est qu'il faut quand même se rappeler que l'année 2022 a été une année absolument extraordinaire dans le sens littéral du terme, parce qu'on a quand même eu une guerre à la frontière européenne qui est toujours là, une inflation qui est au plus haut depuis 40 ans dans certains pays, vous avez des risques de récession qui n'ont jamais été aussi grands, vous avez une politique du Covid-0 en Chine, l'implosion des crypto-devises, et puis des devises mondiales, globales, qui ont eu une extrêmement forte volatilité. Donc je dirais que lorsqu'on regarde l'année 2022, pour se donner des défis pour 2023, je dirais que la première des choses, c'est de restaurer la confiance. Et la confiance avait été mise à mal énormément. On l'avait vu dans les enquêtes, même si elles ont quelque peu rebondi en décembre, mais on a vu dans les enquêtes notamment la confiance des consommateurs, et on sait que c'est ce qui tire la croissance. La deuxième chose, puisque je parle de croissance, c'est de restaurer la croissance, puisque si on sait globalement, ou si on estime qu'on va rentrer en récession au début de cette année, en Europe en tout cas, les États-Unis, on pourra en parler, mais concernant l'Europe, c'est la récession où on serait déjà en récession dans certains pays européens. Donc c'est restaurer la croissance en deuxième partie d'année. Et le troisième défi, après la confiance et la croissance, c'est la crédibilité, et surtout la crédibilité des banques centrales, puisqu'on a vu, et on en a assez parlé ensemble, Grégoire, on a vu que les banquiers centraux avaient manqué de crédibilité, ce qui avait poussé certains banquiers centraux, notamment aux États-Unis, à faire leur mea culpa. Et je vous rappelle quand même une chose, Grégoire, et on en avait aussi parlé ensemble, c'est que il y a exactement une année, la Réserve fédérale américaine anticipait 3 hausses de taux sur 2022. 3 hausses de taux, et on a terminé l'année avec 17 hausses de 0,25 points. Donc on est dans une situation où effectivement, lorsqu'il faut se fier aux banquiers centraux, on a eu un gros problème l'année passée, et c'est ce problème de crédibilité qui doit être restauré si c'est possible. Est-ce qu'il y a une banque centrale, parmi les grandes banques centrales, qui a un problème de crédibilité plus important que d'autres à ce stade, John ? Oui, c'est la Banque centrale européenne. Effectivement, puisqu'on a vu que malheureusement Madame Lagarde et les personnes qui travaillent avec elle ont continué à marteler que effectivement c'était de l'inflation transitoire, terme qui avait été abandonné en novembre 2021 par Jérôme Powell, mais qui a été abandonné à demi-mot en avril de 2022 par la Banque centrale européenne. Et on sait pertinemment, et les études historiques nous apprennent que plus on lit mal, c'est-à-dire les banquiers centraux lisent mal la courbe de l'inflation, plus c'est difficile de faire baisser cette inflation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que très concrètement, si on lit mal la trajectoire de l'inflation, il va falloir monter les taux encore plus haut que ce qui aurait dû l'idéal, s'il y a un idéal de hausse de taux, ou en tout cas les garder à un niveau très élevé pendant plus longtemps que prévu, c'est-à-dire que le fameux pivot de la BCE, par exemple, ou de la Fed, il faudra le remettre au calendrier grec, voire évidemment à 2024. Quand on regarde ce que les marchés anticipent, John, il y a des prix pour anticiper toutes sortes de choses dans les marchés. Il y a quand même l'idée, à terme en tout cas, que les banques centrales maîtriseront l'inflation. Quand on regarde les anticipations d'inflation dans le marché, sur des horizons de 12, 18, 24 mois, elles reviennent peu ou prou autour des 2% en zone euro et aux États-Unis. Et sur le plan de la croissance économique, là aussi, on a le sentiment, quand on regarde, le niveau des marchés actions, par exemple, du Dow Jones ou des indices en Europe, on a l'impression que l'idée de la récession, je ne vais pas dire ne fait pas peur, mais en tout cas que tout le monde s'accorde à dire que cette récession sera transitoire, peut-être d'ailleurs, si je peux reprendre cette expression. En tout cas, que ce sera une récession technique, modérée, légère. Voilà, chacun trouve son qualificatif. Ça laisse apparaître un scénario assez idéal dans le consensus aujourd'hui des marchés. John, que pensez du consensus tel qu'il est formé en ce début d'année 2023 et quels sont les risques associés à ce consensus de marché ? Écoutez, c'est une très bonne question parce que vous savez, Grégoire, en début d'année, et chaque début d'année, s'il y a une chose dont je suis certain, c'est que le consensus est faux. Et la trajectoire idéale que vous êtes en train de décrire, elle est très certainement fausse.
parce qu'on sait qu'on a plusieurs signes noirs. Bon, on peut pas prévoir une autre guerre et on l'espère absolument pas, mais on se rend compte que ce scénario de récession, comme vous l'avez dit, ou de soft landing aux États-Unis et une récession légère en Europe, et après un redémarrage de la croissance au deuxième semestre de l'année 2023, eh bien, est partagé par absolument tout le monde, avec, comme vous l'avez dit avant d'ailleurs, avec une faiblesse du dollar qui continue à connaître une certaine faiblesse, notamment face à l'euro. Et c'est ici qu'il faut essayer de travailler dessus, parce qu'on sait que ce scénario idéal, qui serait très sympathique d'ailleurs, puisqu'il pousserait notamment la confiance des investisseurs et qui, en définitive, tirerait les entreprises vers de nouveaux bénéfices, eh bien, on est dans une situation où effectivement, on est dans ce scénario idéal qui, d'une manière ou d'une autre, va dérailler. Alors, qu'est-ce qui pourrait le faire dérailler? Alors, la première chose, évidemment, c'est l'inflation, qui reste beaucoup plus haute que d'habitude. Une inflation qui, potentiellement, puisqu'on sait que l'inflation, les chiffres de l'inflation sont extrêmement volatiles, eh bien, une inflation, par exemple, qui repart à la hausse, alors pas sur le pic qu'on a connu l'année passée, mais qui repartent à la hausse. Alors, ça change absolument tous les scénarios des investisseurs. Et puis, d'un autre côté, eh bien, on peut avoir ce qu'on appelle une erreur de politique monétaire, c'est-à-dire pourquoi pas, alors c'est pas du tout mon scénario, mais pourquoi pas une banque centrale américaine qui décide en deuxième partie d'année de baisser ses taux parce que en fait les États-Unis rentrent dans une récession plus importante que prévu et que pourquoi pas, même si l'emploi est très résilient, eh bien le taux de chômage monte plus rapidement que prévu. Vous savez, les variations de l'emploi, même si c'est pas dans le scénario global, eh bien les variations de l'emploi vont très très rapidement. Donc en fait, le problème, c'est pas de savoir, je dirais, ce qui va fonctionner, mais c'est de savoir ce qui ne va pas fonctionner. Et il est sûr que ce scénario dont on vient de décrire, eh bien, ne sera pas le scénario en fin d'année. Et on voit notamment, vous savez, Grégoire, sur les estimations de tous les analystes, de toutes les banques, eh bien, au début d'année passée, par rapport à leurs prévisions de croissance sur le S&P 500, je ne parle même pas de l'Europe, eh bien, il y avait une volonté d'avoir une hausse très importante, au-delà des 5000 points, notamment sur le S&P 500, ce qui ne s'est absolument pas produit. Et on est dans un scénario où on parle des États-Unis qui sont beaucoup moins affectés par la guerre en Ukraine, par exemple. Ouais, on est à 3008 sur le S&P 500, effectivement, aujourd'hui. Il y a des risques de bonnes surprises aussi, John, au démarrage de cette année 2023. C'est-à-dire, on est passé par tellement de chocs, de Black Swan au cours de l'année 2022, qu'il y a peut-être aussi des choses qui peuvent s'améliorer en relatif. Je pense d'ailleurs que ça, c'est potentiellement, eh bien, là où le consensus a tort de dire que la première partie d'année sera catastrophique, et ça pourrait justement être le verre à moitié plein, je dirais, puisqu'on est quand même dans une situation où, si on essaye d'être assez froid, eh bien, on a le scénario où les États-Unis ne rentrent pas en récession première partie d'année. On a une Fed qui cesse de relever ses taux assez tôt cette année. On a la Chine où, malgré le fait que vous avez cette réouverture qui est très mouvementée, mais qui retrouve une croissance stable assez rapidement au début d'année. Et on a l'Europe qui réussit la transition de son économie vers une plus grande indépendance vis-à-vis du gaz russe. Et donc on est dans une situation potentiellement, dans ce scénario un peu idéal, je l'avoue, eh bien on est dans une situation où le consommateur européen repart de l'avant. Le consommateur américain, on a vu qu'il reste extrêmement résilient, beaucoup plus que pourraient ne penser les gens, puisque il continue d'utiliser ses cartes de crédit, il reste avec un taux de chômage qui est très bas. Et puis, il puise toujours dans son bas de laine. Vous savez, l'épargne américaine est quasi au plus bas, mais l'Américain continue à dépenser. Et en fait, on est dans un scénario idéal où en fait, ces premiers jours de 2023 prennent à nouveau de court le consensus parce que on se retrouve
retrouve dans un scénario inverse où on continue de monter et les gens qui ont perdu plus de 20% l'année passée en moyenne, eh bien, se disent que c'est peut-être le moment de revenir sur le marché des actions et que, en fait, on peut aller dans un scénario de chasse aux bonnes affaires qu'on n'avait pas du tout eu l'année passée. Et je vous rappelle quand même qu'on a des chutes, notamment dans le secteur de la croissance et dans le secteur de la technologie aux États-Unis, qui ont été absolument phénoménales, avec des grandes valeurs qui ont perdu plus de 70%. Donc on peut imaginer que là-dessus, vous avez eh bien les grands fonds de pension qui reviennent massivement sur les marchés aux États-Unis et qui rachètent le marché. Et ça, ce serait totalement à l'encontre du consensus. Donc effectivement, on a ce scénario positif qui pourrait se matérialiser, et c'est le premier jour, même si on sait aujourd'hui que ça ne va pas vraiment faire référence, parce qu'il n'y a pas de volume du tout, et vous avez plein de places boursières qui sont fermées, eh bien potentiellement ce premier jour de cotation pourrait être l'idée qu'on pourrait se faire d'un marché assez idéal, en tout cas dans les premiers mois de l'année. Est-ce que ça peut profiter à l'Europe ? Je vous entendais effectivement évoquer la possibilité quand même que certains grands investisseurs se réintéressent aux valeurs américaines, aux grandes valeurs américaines massacrées en 2022, et notamment les GAFAM ou le secteur de la technologie. Ça se ferait au détriment de l'Europe, John ? Est-ce qu'il y a une vision différente dans laquelle l'Europe pourrait continuer de surperformer ? Parce que la surperformance des actions européennes par rapport aux actions américaines, on la constate quand même depuis quelques temps maintenant. Oui, tout à fait. Mais vous savez, le problème, c'est à nouveau ce qu'on dit, c'est la question du consensus, c'est que en chaque début d'année, depuis plus de 40 ans, eh bien, on dit qu'il faut surperformer l'Europe. Et à chaque fois, c'est les États-Unis qui gagnent, malheureusement. Alors, est-ce que cette année, c'est différent ? Parce que évidemment, ça peut être différent. Il faudrait, ici, pour l'Europe, eh bien, on a vu l'année passée, si vous prenez par exemple le CAC 40, les valeurs qui ont le plus monté étaient Total, Thales, notamment. Et donc, il faudrait que, par exemple, le secteur du luxe reprenne de l'avant. On a vu que Kering était une des valeurs qui avait le plus souffert, mais si vous avez la Chine qui rebondit plus fortement que prévu, eh bien, potentiellement, ça peut être une bonne idée et ça peut être un soutien pour les marchés européens. Le seul problème, il y a plusieurs problèmes en Europe, mais c'est que, effectivement, on a cette dépendance énergétique, puisque si vous parlez avec les spécialistes de l'énergie, on ne vous parle pas du tout de l'hiver 22-23, on vous parle de l'hiver 23-24 qui sera soi-disant le plus rude concernant les prix de l'énergie et les stockages de l'énergie. Donc il faudrait qu'on trouve une alternative, non pas dans les énergies renouvelables parce que c'est trop tôt malheureusement, mais avec d'autres partenaires qui puissent combler le trou qu'on a potentiellement en 2023 et 2024. Et là, on serait dans une situation où effectivement, on aurait moins de tensions politiques, parce que je vous rappelle quand même que la politique en Europe, on n'en parle plus du tout, alors qu'on a un nouveau gouvernement en Italie, on a un nouveau gouvernement en Suède, on a un gouvernement qui n'est pas du tout apprécié en Allemagne, et en France, on n'a pas le président Macron n'a plus la majorité totale. Donc on est dans une situation où aujourd'hui c'est assez un scénario idéal entre guillemets politique, mais que évidemment, s'il y a d'autres tensions, ça va revenir sur le devant de la scène. Donc effectivement, je dirais que la clé pour l'Europe, c'est vraiment d'essayer de trouver une alternative, je sais que c'est très compliqué, mais une alternative à cette dépendance énergétique et potentiellement, alors évidemment ça ne plaira pas aux skieurs, mais potentiellement d'avoir un hiver un peu plus chaud que prévu. Merci beaucoup John pour ces premières perspectives de début d'année, pour cette première séance de l'année 2023. John Plassard était avec nous par téléphone, spécialiste en investissement de Mirabeau. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. Comme d'habitude, on se retrouve évidemment à 17h en direct pour la suite sur Bismart. Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.